Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup de vouloir suivre en direct ce webinaire. Et nous avons compris qu'il y a beaucoup d'inscriptions et il y a beaucoup plus de personnes qui ne peuvent pas nous écouter en direct, mais qui ont affiché leur volonté de nous voir en replay, c'est-à-dire après, sur la base de l'enregistrement. Donc, aujourd'hui, nous avons un sujet qui est lié au droit, mais ne vous inquiétez surtout pas, on ne va pas parler que de droit, on ne va pas parler des normes juridiques, pour vous assommer avec des règles juridiques qui peuvent être un petit peu sèches. Mais enfin, l'idée, c'est que nous trois, nous partageons notre expérience et notre vision sur la relation entre les affaires, l'entrepreneuriat et le droit, et les finances, bien entendu. Donc, je propose, pour commencer, de nous présenter. Nous qui formons le panel, à savoir Claudia qui est avec nous de Swaziland en direct, Christelle qui est en direct de Londres et votre serviteur qui est en direct de Dakar. Donc, nous sommes un petit peu dispersés. La magie de la technologie, que je n'aime pas personnellement beaucoup, mais quand même, elle est très importante puisqu'elle nous permet de nous réunir et de sourire tous ensemble au début de ce séminaire, webinaire, comme on l'appelle. Voilà. Donc, avant de commencer le vif du sujet, donc je propose que d'abord, Claudia, qui est quand même dans un pays que nous ne voyons pas tous les jours, hein, qui est le Swaziland ou Eswatini, comme s'appelle le bon nom, de se présenter en quelques mots. Ensuite, Christelle, puis et puis nous, on va démarrer. Claudia. Merci Lubomir. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Claudia Castellanos. Je suis originaire de la Colombie, mais il y a 12 ans que j'habite au Swaziland et Eswatini. Ici, j'ai fondé et maintenant, je suis la directrice générale de Black Mamba. Black Mamba, c'est une entreprise sociale qui produit des produits gourmets alimentaires. On travaille avec beaucoup d'agriculteurs, très petits agriculteurs dans les zones rurales et on les fait du training en une technique qui s'appelle permaculture et agriculture régénérative. Et récemment, nous avons fermé un deal avec un fonds d'investissement. Et c'est pour ça que je suis là ici. Je suis ici pour partager mon opinion comme entrepreneuse de pourquoi il est important d'avoir ce lien juridique, qu'est-ce qu'il faut faire dans ma humble opinion et pourquoi c'est très important d'avoir une fondation juridique. Voilà. Et vous avez oublié quand même de dire que vous êtes la lauréate de Women Africa 54 de l'année 2020. Donc, c'est quand même important. Bon, vous n'êtes pas uniquement en tant que lauréate, bien sûr, de Women Africa 54, mais entrepreneur. Et quand même, il faut le souligner. Vous avez gagné ce prix pour 2020. Merci. Vous avez complètement raison, Lubomir. Christelle. Bien, écoutez, enchantée d'être parmi vous ce matin et après-midi. Enchantée aussi de partager ce webinaire avec mon cher ami Lubomir et Claudia. Alors, oui, je suis basée à Londres. Malheureusement, je suis bloquée à Londres. Vous ne pouvez même pas savoir à quel point c'est difficile de ne pas pouvoir rencontrer, aller à l'encontre de mes clients et de mon business qui est en Afrique. Donc voilà, donc je me présente rapidement. Christelle Coupa, je suis congolaise, Kinshasa d'origine, née en Belgique, donc je fais partie de ce qu'on appelle la diaspora. Et ça fait maintenant près de 20 ans que je vis à Londres, donc ça fait déjà un petit temps. Donc je me sens vraiment les trois, on va dire. Donc j'ai vraiment les trois qui régissent en moi. Alors, la première partie de ma carrière a été en banque d'affaires. Donc, j'ai travaillé un peu plus de 13 ans en banque d'affaires à Londres, un petit peu à New York aussi. Ensuite, j'ai décidé de me consacrer sur l'Afrique. Et voilà, ma passion, c'était vraiment de pouvoir participer au développement et en tout cas à l'évolution de notre très cher continent. Et donc, après j'ai travaillé dans quelques sociétés, notamment à Genève, dans une société qui est dans la microfinance. J'ai décidé de créer mon propre cabinet de conseil basé à Londres, mais avec succursale aussi en Afrique.
Afrique. Et le but, c'est vraiment de faciliter les investissements entre les sociétés ou en tout cas des individus ici on va dire en Europe. Mais quand je dis Europe, il y a un petit peu aussi au Canada, il y a un petit peu aussi en Asie, au Japon. Donc, on va dire l'Ouest, et puis ramener, être un peu le bridge qu'on appelle entre les capitaux et les bons projets en Afrique. Alors, ça peut être des projets, comme ça peut être aussi des fonds. Donc, on travaille aussi avec des fonds private equity. Et on essaie vraiment de pallier un petit peu ce lien. Quelque chose qui est très important aussi pour nous, c'est on regarde toujours des projets qui ont un but social ou environnemental. Donc, on essaie vraiment de toujours recréer un narratif et retrouver en fait le pourquoi les entrepreneurs se sont lancés et justement créer un lien social et environnemental pour les sociétés sur place. Alors, nous sommes tout à fait panafricains. Donc voilà, on va où le projet nous emmène. On a de la chance de pouvoir parler les deux langues et on a même aussi quelqu'un qui parle portugais dans l'équipe. Donc, on peut aussi aller en Afrique lusophone. Donc voilà, ravi de participer et on a bien hâte d'avoir cette belle discussion ensemble. D'accord, merci Christelle. En fait, tu es dans ce qu'on appelle le développement inclusif de mémoire. Voilà. C'est ça le mot maintenant choisi pour ce type de développement et d'activité. Hein. Bon, quelques mots en ce qui me concerne. Lubomir Roglev, donc je suis avocat, le seul juriste dans le panel, avocat chez DS Avocats, un grand partenaire de Women in Africa depuis la constitution de Women in Africa. Et j'ai le bonheur d'être membre d'une équipe Afrique, ce qu'on appelle le Desk Afrique de DS Avocats, avec une équipe absolument magnifique. Et donc, je suis censé être le responsable. En tout cas, c'est lui qui est le plus âgé, le plus sage de l'équipe, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, notre équipe est composée de 4 personnes entre Dakar et Paris, avec un réseau assez important dans l'Afrique de l'Ouest surtout, mais aussi en Afrique centrale. Et donc, nous travaillons pour des clients, que ce soit européens, asiatiques, américains ou africains, pour leurs investissements et leurs activités en Afrique, donc dans l'Ouest, à l'Afrique centrale. Et disons que c'est une équipe qui existe depuis 5 ans. Et nous sommes très, très, très heureux de pouvoir participer d'abord dans ces activités, deuxième dans toute initiative de Women Africa. Voilà. Je commencerai en vous posant quelques questions, mais en tout cas, je voulais d'abord partager quelque chose qui m'avait beaucoup vexé il y a 30 ans, quand j'ai commencé la carrière d'avocat. Donc ça fait à peu près 30 ans au mois de janvier de cette année. C'était une blague qui était la suivante. Qu'est-ce que c'est un bon début? Le début, c'est 1000 avocats noyés au fond de l'océan. Bon, ça m'avait beaucoup vexé à l'époque parce que je dis, mais pourquoi cette histoire de blague? Pourquoi on doit noyer les avocats? Ces pauvres gens, ils ont fait donc au monde entier pour en vouloir? Alors, donc, en fait, avec le temps, j'ai appris et j'ai compris qu'en fait, dans la tête de la plupart des gens, le droit était lié au contentieux. C'est-à-dire que le droit était lié au conflit, au problème. Donc, on allait voir un juriste ou un avocat, tout simplement parce qu'on avait des problèmes. On allait ensuite voir le juge. Donc, évidemment, cette image du contentieux et de grandes bagarres auprès du tribunal, qui ensuite, évidemment, il y a beaucoup de films qui ont fait et qui sont sortis sur les avocats, etc. Mais en fait, au fond, en travaillant en tant qu'avocat, je me suis rendu compte qu'en fait, on peut parfaitement éviter un contentieux si quand même on a commencé à réfléchir en droit dès le début d'une aventure. Mais vraiment dès le début. Même si on n'a vraiment pas, la première idée, c'est de ne pas chercher un avocat, un juriste ou quoi que ce soit, parce qu'on se dit la première chose la plus importante, c'est avoir de l'argent pour lancer une affaire. Mais est-ce qu'avoir de l'argent, ça suffit? Bon, vous me direz toutes les deux si ça suffit et comment trouver l'argent, le cas échéant. Mais en fait, pour pouvoir éviter le contentieux, on a toujours dit à nos clients, écoutez, allez voir d'abord les juristes. Comment les voir, on en parlera, parce que cela va vous permettre un jour d'éviter des problèmes, donc d'éviter des contentieux qui sont des fois assez longs et des fois, même si vous gagnez, de toute façon, ce n'est pas toujours gagné dans le sens où vous pouvez gagner contre un débiteur qui n'a plus rien et donc de toute façon, votre contentieux n'aura servi à rien. C'est pour ça que dans ces cas-là, on dit toujours un bon compromis vaut mieux qu'un mauvais compromis vaut mieux qu'un bon procès. Voilà. Donc, en fait, c'est justement dans cet aspect de droit que nous devons discuter aujourd'hui.
pour avoir vos témoignages et vos idées et vos conseils, partagez vos conseils avec les gens qui vous écoutent, pour démontrer en fait justement cette nécessité basique, je dirais, d'avoir recours aux normes juridiques. Parce qu'en fait, nous sommes tous régis par des normes juridiques. Qu'on les connaisse ou pas, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, notre vie est régie par des normes juridiques, mis à part les autres normes morales, mais donc on ne peut pas s'abstenir et faire fi, en fait, à ces normes juridiques. Donc c'est pour ça que je voulais te poser, Claudia, la première question, qui est de dire un petit peu, un petit partage de ton expérience en la matière, c'est-à-dire lorsque tu as décidé de lancer cette activité en venant de Columbia à Swaziland et lancer avec ton époux cette activité-là. Est-ce que tu as pensé droit tout de suite ou pas? Qu'est-ce que tu as fait pour… Enfin, tu as levé des fonds, j'imagine, pour lancer cette belle entreprise, parce que, bon, quand on regarde ton site, et j'imagine Geoffrey va nous envoyer ensuite les liens pour les sites de ces deux dames-là, pour voir en fait ton activité. Quand je regarde, c'est une activité absolument extraordinaire, puisque tu exportes dans beaucoup de pays, dans le monde entier. Donc, visiblement, tu as fait pendant ces quelques années quelque chose de solide qui a maintenant fonctionne bien, mais pour que tu puisses le faire fonctionner, mis à part l'argent, est-ce que tu as pensé droit? Bon, merci Lubomir. C'est une question très intéressante. En fait, j'y ai pensé il y a 2 semaines quand on m'a invité de partager mon expérience. Je ne sais pas si c'est la même expérience avec tous les entrepreneurs, mais je pense qu'on a tous un peu une relation d'amour-haine avec les choses juridiques. Mon point de vue, moi, je ne veux pas, je sais, j'essaie de fuir des choses que je ne comprends pas très bien. Il y a de la terminologie, il y a les mots, il y a quelque chose, comme tu as dit avant, qu'on pense non, c'est trop difficile à comprendre. Et en plus, il y a la perception qu'il est très cher. Moi, j'ai toujours pensé, maintenant je veux demander un peu de conseils, mais ils vont commencer à me charger à la minute. C'est une petite entreprise, on n'a pas d'argent pour faire ça. Alors, on a commencé un peu sans avoir trop de base ou de fondation juridique, mais j'ai compris très, très tôt qu'il est beaucoup moins cher d'avoir une bonne consultation juridique que corriger des erreurs parce qu'on n'a pas eu cette consultation. Et ça commence dans le même procès de comment c'est cette entreprise. Comme tu as dit, quelquefois, les entrepreneurs, on n'est pas tout seul. On crée une entreprise, on a un partenariat d'autres personnes qui vont être dans l'entreprise. Alors, il est très important, dès le début, de savoir quels sont les droits, quels sont les devoirs de chaque partenaire. Et dans ce cas, il est très important d'avoir un conseil d'un avocat pour ça. Puis, j'ai compris avec les contrats de travail, c'est super important. Quelquefois, parfois, on fait des erreurs juste parce qu'on ne connaît pas la loi. Et comme tu as dit avant, ça n'exempte pas de devoir suivre la loi. Et on a eu un peu de problèmes avec quelquefois des employés parce qu'on n'a pas fait un contrat comme on devait le faire et ça nous a coûté de l'argent. Alors, très, très vite, j'ai compris. Je ne veux pas nécessairement avoir qu'à faire avec un avocat, mais c'est une chose qui est vraiment absolument nécessaire pour une bonne croissance, je pense, de les entreprises. Ça, c'est un truc. Ouais. Et puis, quand on lève de l'argent, je crois que ça, c'est quand j'ai eu vraiment cette sort of épiphanie avec pourquoi c'est très, très important d'avoir un avocat à qui on fait confiance et avec qui on se sent confortable. Quand on a commencé le procès de levée de capitaux avec le fonds d'investissement, il y a une chose très belle, well, not vraiment très belle, très douloureuse, I would say, painful, c'est le mot en anglais, qui est le procès de, je ne sais pas comment dire en français, j'ai trouvé au Google Translate, c'est le due diligence, et ils ont traduit avec vérification nécessaire. Non, c'est due diligence, tu peux le dire due diligence parce que même en français, maintenant on utilise ce terme, il est très répandu, donc due diligence. Oui, audit, c'est un audit de ton entreprise. Okay. C'est une audit, c'est ça. Alors, c'est des grands mots qui s'appellent due diligence qu'on doit faire pour recevoir du capital.
Parce que si quelqu'un veut investir dans votre entreprise, ils vont savoir qu'est-ce que vous avez fait. Et le due diligence, c'est d'avoir vu qu'est-ce que vous avez en place. Tous les documents qui doivent être en place. Si vous n'avez pas ces documents, il n'y a pas de deal. Et ces documents, vous devez le faire avec un avocat. Plus, c'est un tas de documents, plus que vous devez essayer de comprendre qu'est-ce que vous allez donner pour ce capital dans le sens du pouvoir de décision, dans le sens de garantie, en plus de pouvoir de décision. Maintenant qu'on a quelqu'un d'autre dans notre entreprise, qu'est-ce que nous avons décidé de donner pour recevoir de l'argent. Et tout ça, c'est un tas de documents très, très difficiles à lire et à comprendre. Et même le fonds d'investissement nous a dit, Claudia, c'est le temps maintenant de trouver quelqu'un de très, très bon à qui vous faites confiance pour aller avec tous ces documents, parce que c'est très important. Ils m'ont même dit, pense à ça quand tu maries, c'est un mariage. Maintenant, c'est très bien, on est dans le honeymoon period, on s'aime bien, everything, c'est tout parfait, mais qui ça dans 5 ans, si c'est la même chose, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire quand tu te prépares, pas pour un divorce, même si il y a un peu de problèmes et tout ça. Alors, je veux dire pour moi, le conseil que je veux donner à autres entrepreneurs est de trouver quelqu'un à qui vous faites confiance, quelqu'un, je veux dire, qui ne vous charge pas à la minute, quelqu'un qui vous pouvez appeler, je dis donc, moi je ne comprends pas ce mot, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui protège vos intérêts, c'est très très important. De dire qu'est-ce que vous êtes dispo à perdre et quelles sont les choses auxquelles vous ne voulez pas renoncer. Soit avoir quelqu'un comme ça, c'est absolument invaluable. Il n'y a pas de prix pour ça. Trouver un équilibre. Ouais. C'est ça. Alors, nous avons été très heureux nous avons eu la chance de trouver un avocat comme ça qui nous a aidés pendant tout le parcours de trouver leur argent et notre avocat était en train de parler avec leur avocat. Alors, moi, je savais exactement qu'est-ce qui se passait en le background, mais j'avais quelqu'un qui entendait les spécificités, les mots, les contrats, et ça nous a aidé énormément à ne perdre pas du temps, à savoir exactement qu'est-ce qu'on voulait perdre ou gagner, et à la fin, fermer un très, très bon deal pour Black Mama, pour dire. Donc, en fait, si je peux résumer ce que tu dis, et bon, de toute façon, je pense que Christelle partage aussi je partagerai peut-être ce résumé, c'est que d'abord, un conseil juridique est important pour te protéger contre tes amis et tes partenaires, parce que de toute façon, on ne sait jamais ce qui peut se passer un jour lorsque tu fais l'entreprise. Ensuite, il y a le problème, tout ce qui est contrat avec des tiers, notamment les contrats avec les salariés, parce que ça, c'était une chose importante que tu as souligné. Un mauvais contrat peut te coûter beaucoup d'argent et beaucoup de problèmes par la suite, parce que généralement, avec les employés, ça peut arriver très vite en contentieux. Et en fait, les tiers, c'est-à-dire tes clients, tes fournisseurs, tout ce qui entoure l'entreprise pour la faire fonctionner. Et ensuite, un élément très important pour structurer le financement, que ce soit un financement, comme tu as dit, avec des capitaux par des investisseurs qui investissent dans l'entreprise et qui deviennent aussi des partenaires, mais non seulement cela, et aussi le financement qui peut venir d'une banque. Et là, tout cela, en fait, dans cet environnement, ce qu'un juriste ou un avocat t'aide non seulement à déchiffrer les choses incompréhensibles, comme tu dis, pour quelqu'un qui ne connaît pas le droit, mais aussi de t'éclairer sur les risques que tu encours en fonction des différentes situations. Donc, en fait, ça te permet de prendre, en tant qu'entrepreneur, une décision, disons, éclairée. Tu connais tes risques, tu connais les avantages, tu te dis, bon, ce risque-là, moi, je peux le prendre, ou je ne peux pas le prendre, donc je vais chercher un autre moyen. Mais une fois que tu as ce risque assumé et éclairé, ensuite, les choses semblent être beaucoup plus faciles à dérouler, j'imagine. C'est bien ça le résumé compte tenu de ton expérience. C'est parfait. Et en plus, j'ai oublié une autre chose très, très importante pour les entrepreneurs qui sont en train de créer une marque. J'ai oublié avec ça petit tout, le trademark. La patente de votre marque, c'est très, très important de la protéger. Et la seule façon de la protéger est d'avoir un trademark. Et ça, on le fait aussi avec un avocat.
Oui, d'ailleurs, nous avons eu, il y a, je crois, au mois de décembre, un webinaire sur les problématiques de droit de propriété intellectuelle dans le cadre de Women Africa. Il y avait énormément de questions et je comprends que le problématique des logos, de la marque commerciale, ou voire pour certaines entreprises, les brevets des inventions. Donc, cette protection est essentielle parce qu'en fait, dans certains cas, les brevets ou la marque, c'est en fait une partie des actifs extrêmement importants et très valorisables, alors que les gens ne les enregistrent pas, ils se font voler tout simplement. Voilà. Christelle, qu'est-ce que tu en penses de tout cela? De ce récit Bien, je ne peux, d'expérience? oui, c'est un super résumé, mais je ne peux que bien sûr rebondir sur ce que l'expérience de Claudia, parce que c'est vraiment que c'est quelque chose que nous voyons au quotidien, régulièrement avec nos clients basés en Afrique. Donc vraiment, je peux que confirmer et surenchérir sur le fait que vraiment avoir une structure juridique est capitale en fait, avant de même commencer à penser à faire de la levée de capitaux, alors que ce soit de la dette. Bon, de la dette, en général, c'est relativement, on va dire, direct. Hein, je veux dire, c'est pas quelque chose de difficile. Par contre, quand c'est de la levée de capitaux pour de l'equity, là, par contre, voilà, il faut véritablement avoir un conseil juridique parce qu'il y a différents types. Excuse-moi d'interrompre pour juste equity, parce que peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est equity. Hein. Donc, il faut dire qu'il Oui, s'agit de capital qui est injecté directement dans l'entreprise. oui, et des Voilà. parts que vous donnez, enfin, que vous vendez en fait à vos investisseurs. Et donc, ce sont des parts et ils feront partie avec vous comme un mariage en fait. Hein. Donc, vous êtes ensemble pour une longue période de temps en général. Et il y a différents types de capitaux que vous pouvez donner. Donc, il y a des structurations qui peuvent être, enfin, qui doivent normalement être faites. Et c'est vraiment très important de comprendre voilà, qui est avec vous. Donc, c'est bien d'avoir un investisseur qui est prêt à investir avec vous. Par contre, il faut vous assurer aussi que vous êtes confortable également avec l'investisseur, qui puisse aussi non seulement vous apporter du capital ou des capitaux, mais surtout de vous apporter aussi quelque chose de plus. Donc, voilà, une expérience particulière ou autre. Enfin, ça dépend évidemment dans le type de business dans lequel vous êtes. Mais voilà, à nouveau, je pense que ce qui est très, très important, c'est de comprendre qui vous avez besoin. Parce que là, par exemple, nous sommes en train de travailler avec une société qui fait du ethical, donc on va dire comment est-ce qu'on dit ethical, je sais pas comment est-ce qu'on dit ethical, mais bref, Éthique. des éthiques, voilà, des Éthique. bijoux éthiques avec, enfin, au Ah, Kenya, ethnique. enfin, voilà, Ethnique, c'est c'est vraiment ethnique, un super projet. Par contre, il y a pas mal d'investisseurs qui sont intéressés par leur projet parce que le rendement est très, très important, enfin, est très, très lucratif. Par contre, il faut faire le bon choix parce que le bon choix, c'est qu'éventuellement un jour, ils font un exit et que l'exit, il faut que voilà qu'on puisse leur conseiller aussi de comment faire cet exit. Et c'est vraiment avec votre investisseur, en général, qui peut justement vous aiguiller, vous donner des bons conseils pour justement voilà, faire voilà, revendre votre société ou l'étendre. Mais voilà, ça se fait avec pas n'importe quel investisseur. Et je pense que ça, c'est très, très important de voir qui rentre dans votre société. Voilà, Et il ne faut dans pas… quelles conditions juridiques? Parce que quand tu parles de Exactement. la sortie, c'est justement ça, c'est que c'est dans ces accords avec investisseurs qu'il faut organiser ces relations, y compris la sortie. Tout à fait, tout à fait. Et donc, voilà, donc c'est vraiment c'est important. Voilà, donc pour ce client, par exemple, c'est mieux, il s'avère que c'est mieux d'avoir un investisseur qui a de l'expérience dans le retail, par exemple, dans le retail des bijoux, plutôt que d'avoir un investisseur qui investit que dans de la finance ou que dans la finance inclusive ou l'agriculture. Donc, il faut vraiment aussi C'est ça. s'assurer que voilà, que l'investisseur correspond aussi à vos critères. Donc, En fait, c'est la ne vous vendez distinction. pas. Ne vendez pas, oui, mais c'est la Ne vous vendez distinction. pas. C'est la distinction qui peut être faite et qui d'ailleurs un avocat peut aussi éclairer à l'entrepreneur, c'est la distinction entre les investisseurs de type industriel, comme tu dis, celui qui a vraiment Tout investi à dans fait. ce type d'industrie et qui s'y connaît en la matière de Tout à fait. ce qui peut apporter d'autres marchés
supplémentaire, compte tenu de son expérience sur ses investissements ailleurs, que le financier pur, qui est en fait là pour financer justement, pour obtenir un rendement dans 3 ou 5 ou 6 ans et sortir. Donc, il y a cette différence et ce choix est très important. Et c'est un choix qui est industriel, disons, une décision managériale. Et le juriste peut éclairer également ce choix et puis évidemment structurer la relation en fonction de type d'investisseur. Pour venir, et c'est une question pour toutes vos deux, d'abord c'est spécifique pour toi Christelle, quelle est la méthode de flux de revenus que tu conseilles au début quand on doit démarrer une activité et on n'a pas beaucoup de garanties à présenter aux investisseurs? Si tu as un conseil ou à partager une idée. Et puis à Claudia, dans la même veine, comment tu as levé tes premiers capitaux tout au début de ton expérience? Et accessoirement, est-ce que le crowdfunding très à la mode à un moment donné, c'est-à-dire lever auprès du monde, enfin c'est pas la bourse bien entendu, mais est-ce que c'est une méthode conseillée ou pas? Et est-ce qu'il a des pièges en fait à éviter? Alors, très, très bonne question et vraiment, c'est très important de comprendre comment se mettre à la place en fait de l'investisseur et de comprendre comment et pourquoi est-ce qu'ils doivent investir dans votre société. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, en général, et évidemment, je ne parle que de généralité parce que voilà, je ne sais pas les personnes qui nous visionnent aujourd'hui, qui fait quoi, mais en général, les investisseurs aiment bien que voilà, on mette un peu, comme on dit, alors il n'y a pas de traduction, parce que j'ai essayé de regarder la traduction, skin in the game, donc c'est vraiment que on puisse mettre soi-même du capital. Alors, ce n'est pas spécialement du capital financier, mais parfois, le capital peut être aussi traduit par justement des heures que vous mettez dans votre propre société. Voilà. Mais aussi, voilà, les friends and family, donc les personnes qui vous connaissent assez bien. En général, les investisseurs sont peut-être un peu plus à même de venir aussi investir si vous croyez vous-même à votre propre projet, ce qui est normal. Donc, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je mets toujours la carte aussi des fonds de dotation parce qu'en fait, il y a pas mal en fait de compagnies bilatérales, de sociétés bilatérales ou des fondations qui sont prêts à venir soutenir justement des petits entrepreneurs avec des dons, tout simplement. En général, ce sont des tout petits dons, mais ça peut toujours aider pour commencer vraiment un business. Donc, ça, toujours essayer de rester connecté, de comprendre où vous pouvez trouver ces dons. Et puis voilà, décider effectivement, à nouveau, ça dépend de votre type de business. Si vous désirez souscrire et avoir des personnes qui souscrivent dans votre capital ou tout simplement avoir de la dette et négocier évidemment les taux. Et négocier aussi le montant que vous êtes prêt à vendre. Parce que voilà. Donc ça, c'est important. Quand tu conseilles évidemment des clients à toi et tu lèves les capitaux, donc pour revenir à notre point de droit, en structure qui est bien ficelée, qui représente, même s'il n'y a pas des garanties, pour parler parce qu'il n'y a pas encore d'actifs qui peuvent faire l'objet d'un nantissement, enfin de 2 ans de garantie, quand même une société qui est bien ficelée avec un bon fonctionnement juridique, ça rassure quand même les investisseurs. Bien sûr, complètement. Évidemment, si on a un beau projet bien ficelé avec un super business plan, avec voilà, des projections court, moyen et long terme, et tout ça bien ficelé avec une structure juridique correcte, ça attire bien sûr les investisseurs. Et en plus, par exemple, comme Claudia qui a qui a sa société en Eswatini, mais aussi voilà, des points de vente un peu partout dans le monde, tout ça, ça compte aussi. Hein. Il faut toujours être bien encadré juridiquement parce que ça vient très vite. Hein. Voilà, un problème, un BIMS quelque part, ça arrive et vaut mieux prévenir que guérir en général, en règle générale. Absolument. Et donc, en fait, en résumé, un dossier juridiquement bien ficelé est quand même un atout lors de la recherche des financements, que ce soit de financement en capital par des investisseurs financiers ou industriels,
ou Tout à bien fait. encore par les banques. Hein. De toute Tout façon, à fait. c'est quand même un atout majeur, c'est un élément très Mhm. important. Bien sûr, à côté d'un bon business plan, de la bonne réflexion managériale, de la vision qu'a le manager, les dirigeants de la société en question, ils ont, enfin le plan industriel, parce que c'est évidemment ça, Mm. c'est aussi qui est un élément très important. Et Claudia, quand Oui. tu as commencé à lever tes capitaux, comment, enfin, sans bien sûr entrer dans la confidentialité, enfin, rompre une confidentialité, juste partager avec toi, de partager avec nous, pardon, ton expérience à cet égard, quand tu as commencé à chercher de l'argent. Quand tu dis confidentialité, je pense à c'est l'avocat qui parle. Fais attention, ne dis rien que tu ne devras pas dire. Non, pour nous, c'était plus à fait ce que Christelle a expliqué. On a commencé d'avancer. La première chose, c'est notre argent. Et Christelle a raison. Là, il n'y a pas une banque qui va vous croire ou un investisseur qui va vous croire si vous n'avez pas mis votre argent dans votre projet. So, moi, j'ai eu une vie corporative avant de venir en Swaziland, en Italie, et j'avais épargné un peu d'argent. Alors, j'ai mis mon argent là. Et puis, mon époux, il a fait la même chose. Il a cru à mon projet, hein, ma rêve de folie. Il a aussi mis de l'argent sur Black Mamba. Et puis, après 1 ou 2 ans que nous avons commencé, comme Christelle a dit, il faut être vraiment connecté. Je pense que le networking et se renseigner avec les opportunités multilatérales ou les opportunités du pays. Il y a beaucoup de pays qui donnent beaucoup de subventions aux entrepreneurs. Et nous, on a fait ça. Moi, j'étais tout le temps en train de me connecter, de comprendre qu'est-ce qui se passe là pour les projets de développement. Parce que Black Mamba peut vraiment être considéré comme un projet de développement, même si c'est un business. Et on a reçu de subventions qui nous ont aidé de trouver ce point de tourner vraiment un business, d'avoir je ne sais pas comment on dit en français, mais Food Safety Certification qu'on doit avoir pour exporter des produits alimentaires. Voilà, les certificats pour assurer la sécurité. La qualité. Et la qualité voilà, des produits alimentaires. En fait, voilà. Ça coûte très cher. Alors, avec la subvention, on a pu faire ça. Et puis, of course, bien sûr, aller chez les banques. Et pour aller chez les banques, vous avez besoin d'avoir un business plan, une projection de ce que vous voulez faire au futur. Alors, j'ai dû travailler très, très fort en cherchant ça. Et puis, comme Christelle a dit, au moment où même quand on veut faire une proposition pour les subventions, il y a les organisations qui vous demandent votre foundation juridique. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez everything en roule, il est partout. Oui. Et partout. Et comme tu as dit, ils font une due diligence, c'est-à-dire ils ont une vérification, ils font une vérification. Et si cette vérification ils sont déçus de cette vérification ou de cet audit, ils disent, même peut-être si le business plan quand même est assez intéressant, ils me disent non, mais tu n'as pas suffisamment d'éléments d'un point de vue juridique qui en fait vient en soutien et en protection de tes visions, de ton projet, etc. Tout à fait. Alors, parce que je sais que dans 5 minutes, nous devons terminer, 5-6 minutes, puisqu'il y aura des questions auxquelles vous devez répondre. Alors, est-ce que, juste une petite question pour Christelle, où nos amis qui nous écoutent doivent ou peuvent trouver des investisseurs, hein, parce que c'est toujours ça le nerf de la guerre, comment les trouver des investisseurs, et puis les convaincre, nous avons compris qu'il y a un certain nombre d'éléments, dont les éléments juridiques qui sont importants. Et la dernière chose dont nous allons parler, c'est, en fait, tu as mentionné, Claudia, que l'idée, c'est de dire, oh, l'avocat, c'est très cher, ça tic, 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 tic chaque minute, donc je vais me retrouver avec une note d'honoraires que je ne peux pas payer, etc. Donc, de parler de quel est l'accès, en fait, surtout aux startups ou des jeunes entreprises, quel est l'accès au droit, hein, au service juridique en quelque sorte, et comment trouver ce service juridique qui est suffisamment pertinent, tout en étant quand même en quelque sorte adéquat par rapport à la situation financière de l'entreprise. Christelle, oui, où les investisseurs? Alors, ça, c'est toujours la question. Bon, si je savais exactement, bon, c'est mon métier, hein, je fais toujours le lien entre les investisseurs. Même un peu, hein. Par contre, voilà, il faut toujours que l'investisseur soit
et le projet soit voilà, au niveau et on puisse faire le match. Les investisseurs sont évidemment un peu partout. Tu as mentionné un peu plus tôt le rapport du crowdfunding. Alors, le crowdfunding, c'est aussi un moyen de lever des capitaux. Par contre, je pense qu'il y a toujours un buzz au travers du crowdfunding et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui croient que voilà, en 2 mois, 3 mois, l'affaire est bouclée, alors que ça prend énormément de temps. Qu'il y a énormément de régulation aussi autour. Ça dépend dans quel Tout pays à fait. et ça dépend où Tout à vous fait. vous situez également. Il y a énormément de régulation autour du crowdfunding. Donc, armez-vous quand même d'un bon avocat ou en tout cas des conseils juridiques nécessaires pour pouvoir vous lancer dans cette aventure. Tout à fait. Et puis, comment trouver des entrepreneurs, comment trouver des investisseurs? Bien, il faut vous renseigner, travailler avec des sociétés de conseil qui puissent voilà, vous présenter à des investisseurs. Et voilà, et surtout, voilà, faire, je pense aussi, tout ce qui est réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Il y a quand même beaucoup qui sont à portée de main, mais n'hésitez pas aussi à contacter des sociétés spécialisées qui puissent justement Tout à vous fait. aider à aiguiller, à trouver des investisseurs compatibles. Je rajouterai 2 choses à cela, Christelle. D'abord, je rebondis ce que tu dis à propos du crowdfunding, parce qu'en fait, les règles, d'abord, il y a la réglementation qui est très, très particulière, parce que ça peut en fait avoir ça peut être voisin à ce qu'on appelle l'appel public à l'épargne, et l'appel public à l'épargne qui précède normalement l'entrée en bourse, c'est quelque chose de très spécifique, donc il ne faut pas confondre les 2 choses. Premièrement. Deuxièmement, il faut que dès le départ, quand on lance le crowdfunding, il faut que les règles juridiques soient claires pour celui qui investit, parce que ce sont généralement des consommateurs, c'est-à-dire des investisseurs non avertis. Et étant non averti, bon, quand même, quand vous lancez l'argent, peut-être il sera vexé dans un an ou quelques mois en disant « Tiens, j'ai investi 500 €, je n'ai rien là ». Donc, vous voyez, il peut y avoir en fait des attaques de ce point de vue-là. Donc, si le lancement n'est pas bien ficelé, comme disait Christelle, on peut se retrouver quand même dans des problèmes assez importants. Une autre source quand même intéressante que je vais signaler pour rencontrer les investisseurs, utiliser les avocats aussi. Pourquoi? Parce que les avocats, ils ont beaucoup compte tenu de l'expérience qu'ils ont dans ces domaines-là, ils ont rencontré beaucoup de monde, donc ils peuvent recommander quelqu'un, comme par exemple, moi je peux recommander mon amie Christelle en disant, voilà, c'est quelqu'un de spécialisé à la matière, allez la voir. Donc en fait, n'hésitez pas à chaque fois de poser cette question également à votre avocat en disant, écoutez, est-ce que vous avez une idée où est-ce qu'on peut trouver ces gens-là dans ce domaine-là? Voilà. Donc, c'est important. Alors, Christelle, pardon, Claudia, comment tu as trouvé ton avocat et est-ce que tu as eu de mal à avoir accès au service juridique? En fait, je voulais seulement ajouter quelque chose dans notre expérience. Le jour où on a décidé, nous avons besoin d'investissement, je ne veux plus faire la dette. Ça y est, c'est parti, il y a des taux d'intérêt sont très hauts. On doit chercher un investisseur. Il nous a coûté, je ne veux pas faire ça très pessimiste, 3 ans de trouver l'investisseur qui est le bon investisseur pour Black Mamba. Donc, ce n'est pas un projet qui est overnight, d'un jour à l'autre. On a dû faire beaucoup de travail dans notre part en train d'avoir le business plan, en train de comprendre. Et puis, bien sûr, c'est la question de où on le trouve, ce fameux investisseur. En plus, Christelle a dit quelque chose qui nous a aidé beaucoup. Je pense que c'est Lubomir, ce que tu as dit, à manifester, à parler dans votre réseau. Où est-ce que je le trouve, cet investisseur? Vous connaissez quelqu'un qui fait de l'investissement en Afrique avec des projets d'impact social et environmental. Et comment est-ce qu'on peut le trouver? Alors, j'ai commencé à chercher. J'avais déjà un très, très bon business plan que je pouvais envoyer. Et j'ai commencé aussi à trouver des plateformes. Il y a beaucoup de plateformes en Afrique pour des investisseurs qui cherchent le social impact. Et c'est donc dans une de ces plateformes que j'ai trouvé un nouveau fonds d'investissement américain qui était en train de chercher des entreprises gérées par des femmes en Afrique du Sud avec une projection de croissance. J'ai donc envoyé une nouvelle fois mon proposal, mon business plan, et cette fois, ils ont dit, on aime ce que vous faites et on veut commencer le projet de due diligence qui nous a coûté à notre 8 mois de conclure, et puis après, on a eu l'investissement. En fait, c'est un projet plus ou moins de
4 ans, mais on a vraiment appris comment est-ce qu'on doit faire les choses et tout le temps, une nouvelle fois, l'importance d'avoir cette conseil juridique dans tous les pas de l'investissement. Donc, vous avez eu un conseil juridique dans la discussion avec le fonds d'investissement? Tout le temps. Parce que moi, je comprenais pas la moitié des choses qu'il voulait. Je disais, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on doit dire oui, on doit dire non? Comment est-ce qu'on peut négocier? Alors, tout le temps avec un avocat comme ça. Et ce que je voulais dire à autres entrepreneurs est de ne pas, comment est-ce qu'on dit en français, give up. Vous allez trouver ce que... Ne pas abandonner. Don't give up. It will happen. C'est un fait d'avoir de la patience, de la résilience et en plus de se préparer et de chercher d'avoir un network. Les réseaux, ils sont super importants en train de voir qui est en train d'investir en Afrique et quel est le type de fonds d'investissement de qui vous avez besoin. Tout à fait. Donc, pour finir, on va passer aux questions parce qu'il y a déjà quelques questions qui, d'après ce que je vois dans cette partie-là, on m'a expliqué comment regarder les questions sur écran. Donc, pour l'accès, en fait, l'accès, oui, c'est généralement, on dit oui, les avocats sont chers, mais enfin, le bon conseil, comme tu avais dit tout au début, Claudia, le bon conseil n'est pas cher, en fait. Le bon conseil n'est pas cher parce que le mauvais conseil, même s'il n'est pas cher en argent, peut coûter beaucoup plus tard. En fait, à cet égard-là, bon, évidemment, il y a beaucoup de moyens de trouver des conseils juridiques. Après, ces questions, évidemment, de confiance, parce qu'évidemment, une des premières choses à établir avec un conseil juridique et avec un avocat, tout comme avec un conseil financier, comme Christelle, c'est la confiance. Parce que, bon, heureusement, nous sommes des êtres humains et nous avons besoin de confiance pour fonctionner avec nos conseillers. Mais comment trouver, en fait, juste pour donner quelques pistes, beaucoup de cabinets d'avocats, dont le nôtre, notre cabinet d'avocats était un premier à lancer cette initiative qui est en fait une sorte de concours comme via 54, donc destiné pas uniquement à l'Afrique, un concours qui s'appelle We Law You, dont l'objet c'est en fait de distribuer des prix à des startups qui se présentent leur dossier, qui défendent leur dossier auprès d'une commission qui est une commission qui n'est pas composée que par des avocats du cabinet, c'est composé par des gens qui sont des professionnels dans le private equity, etc., ouvert à toute entreprise. D'ailleurs, ces dernières années, il y a beaucoup d'entreprises start-up africaines qui ont candidaté. Et le prix, in fine, il a 3 prix. Ce sont des nombres d'heures gratuites données par l'avocat, par le cabinet à l'entreprise. C'est ça le prix, en fait. Disons 20 heures, 25 heures, j'en sais rien combien. En tout cas, la start-up qui a eu ce prix peut avoir accès à services juridiques qui ne sont pas facturés. Bon. Première chose. Deuxième chose, dans notre cabinet, il y a quand même des offres spécifiques sur les startups qui sont en fait ajustées en fonction des moyens financiers des startups et des entrepreneurs. Enfin, quand je dis des startups, parce qu'après, quand c'est des grosses entreprises, évidemment, la situation est très différente. Mais en tout cas, même pour les startups, il y a cet accès de service. Dans certains incubateurs, qui se retrouve d'ailleurs sur le continent africain, vous avez aussi une cellule de conseil juridique, pas partout, mais c'est également un moyen dans un incubateur d'avoir accès à ce service juridique. Donc en fait, comme vous constatez tous, il y a des moyens pour avoir cet accès au service juridique qui est adapté aux besoins des startups et bien sûr à leurs moyens financiers qui, au début, ne sont pas extraordinaires. Donc, je pense que pour conclure notre discussion, parce que nous avons même dépassé de 5 minutes, en tant que modérateur, je suis censé regarder toutes ces choses-là. Donc, en fait, pour conclure, un bon conseil n'est pas cher, un bon conseil juridique n'est pas cher ou financier. Le juriste ou l'avocat est là pour éclairer et pour donner, en fait, pour aider l'entrepreneur de prendre une décision d'affaires éclairée, en pesant les risques et les avantages de cette décision et en fait, finalement, à le protéger par rapport à ses partenaires, ses salariés, ses fournisseurs, ses investisseurs et ses financiers. Voilà. Donc, maintenant, je vais regarder les questions. Il y a 2 questions pour Christelle. Christelle, tu as beaucoup de succès. Bon, Claudia et moi, bon, c'est pas grave, mais bon, c'est comme ça. Alors, quel conseil pourriez-vous donner dans le cas d'une entreprise start-up ou pas qui a une dette importante? Oula, ça commence mal. D'une part, elle aura du mal à trouver des investisseurs de par sa situation endettée. D'autre part, elle aura du mal à apurer sa dette sans gestion de capitaux. Donc, on se retrouve dans un beau cercle vicieux. Voilà. Ça, c'est la première question. Vas-y.
Alors, une société qui est endettée ou surendettée, évidemment, c'est toujours, on va dire, un petit peu plus difficile. Par contre, si c'est un endettement pour lequel on peut donner une explication tout à fait plausible, il n'y a pas non plus, il y a pas de problème non plus malgré tout, démontrer que la société fonctionne, parce que même si vous êtes surendetté, mais que voilà, le plan d'appurement est quand même assez bien établi, il n'y a pas il y a pas non plus un problème énorme pour pouvoir continuer à faire des levées de capitaux. Dans un plan, on va dire, un peu plus, voilà, donner des parts dans votre société. Par contre, il faut démontrer que votre produit et que la société fonctionne. Et donc, voilà, c'est toujours bien de bien avoir un très, très bon business plan. Et à nouveau, on ne peut pas le dire suffisamment, mais à montrer voilà, des comptes sains, on va dire, malgré une dette, parce que ce n'est pas parce que vous avez une dette que la société n'est pas saine. Et puis aussi démontrer que, voilà, au point de vue, au point de vue juridique, voilà, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour être en règle avec votre environnement. Et je pense que ça, c'est vraiment très important. Mais moi, j'en rajouterais, même si la question n'était pas pour moi, mais comme les avocats veulent toujours avoir leur mot à dire, bon, je dirais là, d'un point de vue purement juridique, il faut quand même dans ces cas-là, bon, si vous n'êtes pas en cessation de paiement, parce qu'ici, s'il y a une énorme dette et vous n'êtes en cours de liquidité, vous ne pouvez pas honorer, ensuite, c'est le redressement judiciaire, voire la liquidation. Mais lorsqu'on n'est pas arrivé à ce stade-là, le droit peut être extrêmement utile. Pourquoi? Parce que le droit vous donne des outils à négocier. Là, je pense que ça a coupé. Comment? Voilà. On t'avait perdu pendant quelques minutes, enfin, quelques Vous secondes. m'avez perdu? Bon. Juste Donc, je quelques secondes. disais globalement que je disais en résumé que le droit dans ces cas-là peut donner quand même des moyens, de résoudre cette question en discutant avec les créanciers, en échelonnement de la dette, restructuration de la dette. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, même pas que des petites entreprises, il y a des grandes entreprises qui ont énormément de dettes. Et la discussion de restructuration de la dette, ça existe. Et le droit donne des moyens pour discuter cette restructuration de la dette qui permettra ensuite l'arrivée de l'argent frais pour continuer l'exploitation. Donc, en fait, ce n'est pas désespéré, tout simplement, ou si ça dépend de la qualité de la société, bien sûr, et de sa possibilité de continuer son activité, ce qui permettra donc cette restructuration de la dette. Donc, n'hésitez pas aussi dans ces cas-là à avoir le conseil juridique qui permettra, avec le conseil financier, de restructurer la dette. Claudia, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à cet égard aussi, même si la question n'était pas pour nous. Yeah, je l'ai en train de dire, ce n'est pas la question pour moi, mais c'est notre cas. Nous avions de la dette parce que quand on essaie de grandir, on n'a pas le capital, on doit avoir la dette. Mais ce que dit Christelle, c'est tout à fait vrai. Ce n'est pas une raison pour ne pouvoir être attractif pour un fonds d'investissement. Si on peut expliquer pourquoi est-ce que c'est cette dette, que c'est une dette qui est faite là pour grandir, et que vous avez des projections de vente qui montrent que la dette est en fait quelque chose que vous avez fait pour grandir. En notre cas, nous avions une dette et nous avons encore une dette, mais une dette qui a un plan pour la payer. Nous avons un plan de grandir, une projection qui pour soutenir cette dette. C'est ça ce qui est important, je pense. Oui. Tout à fait. Oui, comme je dirais en résumé, il y a de la bonne dette, il y a de la mauvaise dette. Parce que bon, si vous avez fait si l'entrepreneur a fait de la dette parce qu'il est allé se promener aux Caraïbes, prendre du soleil ou aller dans un hôtel chic, cette dette est quand même mauvaise pour les investisseurs. Alors que si c'est pour agrandir, etc., l'entreprise et l'activité, c'est de la bonne dette. Voilà. Tout à fait. Une autre question, toujours pour Christelle. Bon, c'est un peu vexant, Christelle, mais bon. À quelle phase d'évolution de l'entreprise il est raisonnable de solliciter les investisseurs? Quelles astuces utiliser pour les intéresser? Alors c'est vrai qu'en général, les investisseurs, ils aiment bien
c'est toujours un peu plus difficile d'essayer de lever des capitaux pour un startup. Vraiment un startup genre, month one. Les investisseurs, ils aiment bien que les sociétés puissent démontrer quand même, voilà, un petit peu avoir un petit peu un recul par rapport à leurs investissements. Et ils aiment bien avoir entre on va dire 18 mois un minimum, jusqu'à 3 ans de chiffre d'affaires, de voir un petit peu comment est-ce que vous fonctionnez, voir un peu comment est-ce que le projet fonctionne avant de venir dans la société. Donc, c'est vrai qu'en général, justement, vos propres capitaux, vos fonds propres et ceux des personnes que vous connaissez rentrent en compte et sont vraiment importants, on va dire, les 2 à 3 premières années pour justement démontrer que votre projet est fiable et que vous croyez vous-même à votre projet avant de faire intervenir un investisseur tierce. Donc, voilà, c'est un petit peu alors, il y a des sociétés, on va dire, on les appelle les unicorns. Hein, donc, il y a une traduction en français de unicorn? Non. Vraiment, donc les sociétés, voilà, qui au bout de 6 mois, ils attirent plein de capitaux et bon, ça arrive aussi, mais on va dire que c'est un petit peu plus rare quand même. Il y en a quand même pas mal qui arrivent dans tout ce qui est tech, mais voilà, ça reste quand même assez rare Ça reste quand même assez rare. Voilà. En règle générale, oui. Tout à fait, tout à fait. Et Claudia, c'est à quel moment de ton aventure d'entrepreneur tu as senti le besoin ou la nécessité d'attirer les investisseurs? Parce que tu nous as dit qu'en fait, tu avais cherché, puis il y avait le fonds américain, etc. Mais à quel moment tu as senti ou tu as vu la nécessité de demander des capitaux? Je pense que très tôt, tout très tôt, dans le fait que on n'avait jamais eu de l'argent pour faire les choses. On a besoin d'argent, on a besoin d'argent, on a besoin d'un investisseur. Et je pense que c'est, comme on dit en anglais, blessing in disguise. C'était une bonne chose qu'on n'a pas trouvé les investisseurs trop tôt parce que chaque fois que vous avez un investisseur, vous devez donner un peu de la possession de votre entreprise. Et cette entreprise vous a coûté du sueur, du sang, des larmes. C'est votre bébé dans plutôt des cas. Et si vous n'avez pas comment est-ce qu'on dit, une valuation, Christelle? Une évaluation. Évaluation d'entreprise très haute. Alors, vous allez donner beaucoup de votre entreprise pour très peu d'argent. Alors, pour moi, c'est pendant ce temps qu'on était en train de chercher l'investisseur, on a grandi, et la valuation de notre entreprise a aussi grandi. Alors, à la fin, quand on a finalement reçu cet investissement, c'est un investissement beaucoup plus grand pour une petite portion de la compagnie. Voilà. Ça aurait été complètement différent avant. Et puis, on aurait dit, maintenant, je ne travaille pas pour moi, je travaille pour quelqu'un d'autre. Alors, il faut toujours penser à ça encore. Il y a en anglais, on les appelle les angel investors. Ce sont des investisseurs qui peuvent vraiment vous donner de l'argent seulement pour une idée ou même si vous êtes une start-up avec une grande idée, comme Christelle a dit. Mais la vérité, c'est que plus vous travaillez, plus vous construisez votre entreprise, plus vous avez l'opportunité de lever des capitaux plus grands, avoir une valuation pour vos compagnies beaucoup plus grande. Tout à fait. Et je dirais aussi un mot dans cette question-là. Pardonnez-moi. Mais juste une petite question avant ça. Vous avez, Claudia, tu as conclu un pacte d'actionnaires avec les gens qui sont entrés au capital, dans le capital de ton entreprise? Oui, c'est ça. Maintenant, ils sont aussi, comment est-ce qu'on dit, propriétaires de Black Mamba dans un 30%. Alors, c'est une chose que pour moi était très, très, très importante. Je ne voulais pas perdre la majorité des actions sur Black Mamba parce qu'alors, je n'ai pas un pouvoir de décision et c'est encore mon bébé, quoi. Alors, c'est une chose on doit penser aussi. Combien de propriétés vous devez donner basé dans l'évaluation que vous avez de votre entreprise. Maintenant, ils sont propriétaires 30%, cela veut dire qu'ils sont part du conseil d'administration. C'est pour ça que c'est très, très important aussi de penser à un mariage. Vous devez marier quelqu'un qui vous apporte quelque chose en plus et non seulement l'argent. C'est tout ça dans mon projet de
2-3 ans que nous avons eu pour trouver l'investisseur, j'ai compris toutes ces choses et c'est pour ça que je conseille hautement les personnes et les entrepreneurs de faire cette étude, d'avoir votre due diligence avec votre avocat et de penser vraiment qu'est-ce que vous voulez avec cet argent, seulement parce que vous voulez grandir ou il y a quelque chose de plus que vous voulez atteindre avec ça. Avec ça. Mais en fait, et pour dire, en fait, je vais utiliser le mot pacte d'actionnaires parce que c'est le thème consacré. En fait, c'est un contrat entre le fondateur ou la fondatrice et les investisseurs qui détermine les droits et obligations, notamment en termes de décision, en termes de cession ou pas cession des actions, à terme, sortie, etc. Et en fait, le pacte d'actionnaires, c'est puisque vous avez parlé tout le temps de mariage, il s'agit en fait du contrat de mariage. Tout simplement, hein, le pacte d'actionnaires, c'est le contrat de mariage qui, bon, à la différence du contrat de mariage, ne règle pas qui ne règle pas les sorties de divorce. Enfin, des fois, ça règle, mais bon. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que comment choisir ce moment, c'est évidemment un moment très délicat, parce que le rapport des forces est différent en fonction de l'évolution de la société. Parce que si, à l'exception de ces quelques sociétés dont parlait Christelle, si vous êtes dans une situation un peu plus faible, l'investisseur peut vous imposer des conditions, notamment dans le contrat de mariage, qui sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus, comment dire, contraignantes pour vous en tant que fondatrice ou fondateur, le cas échéant, que s'il y a quand même une évolution de l'entreprise qui permet d'avoir un rapport de force et une discussion, pas d'égal à égal peut-être, mais en tout cas avoir les astuces ou les moyens de négocier de façon plus faire, disons, de bonne foi que si on est tout au début et puis de toute façon on a tellement besoin d'argent qu'on est capable d'accepter tout, des fois tout et n'importe quoi. Et c'est justement là, c'est que le conseil juridique peut vous éclairer en disant, attendez, si tu acceptes ça, la conséquence sera celle-ci. Donc, est-ce que tu es prêt, en fait, de vendre, je dirais, à vil prix, in fine, avec toutes ces conditions qu'on t'impose? À la limite, mieux ne pas lever autant d'argent, hein, ou lever beaucoup moins par d'autres moyens que de devenir en quelque sorte tributaire d'une certaine manière à ces investisseurs, parce que tous les investisseurs, même si on les appelle certains business angels, ils ne sont pas angéliques, hein. Donc là, ils sont là pour, ce qui est tout à fait normal. On n'est pas dans les, comment dire, on n'est pas dans les fondations ou dans les œuvres de charité, entre guillemets. Les gens donnent de l'argent parce qu'ils veulent tirer un profit. Mais justement, cet équilibre, trouver cet équilibre, c'est très, très, très important. Et là, un avocat peut vous aider à trouver cet équilibre. Est-ce que vous avez, parce que nous avons 2 minutes, voilà, ou 1 minute ou 2 minutes, est-ce que vous avez une remarque finale à partager avec celles et ceux qui nous écoutent? Et nous, hein, d'ailleurs aussi, je pense. Bien, voilà, on est évidemment ravis de partager nos expériences et notre expertise aussi avec vous. Et moi, j'ai envie de vous dire tout simplement, si vous avez quoi que ce soit, je pense qu'il y a les détails vous seront communiqués. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, tout simplement. Et au plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et surtout, courage, ne lâchez pas, parce que voilà, il faut croire à son idée. Et au plus vous croyez à votre idée, au plus vous pouvez convaincre une autre personne de croire en vous aussi. Et donc, vous êtes le meilleur ambassadeur de votre projet. Donc voilà. Merci, Christelle. Claudia? Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose parce que Christelle a tout dit. Dans le monde de l'entrepreneuse, c'est ça, c'est de ne perdre pas la foi dans votre projet, la passion, l'énergie, parce que vous allez transmettre ça à votre investisseur, d'apprendre tout ce que vous pouvez, de vraiment vous trouver quelqu'un, un avocat qui peut vous aider dans ce trajet parce qu'il est très difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas la loi. Et c'est ça, de toujours essayer d'avoir du networking. Ça, c'est à la fin ce que nous a aidé de trouver notre investisseur. Et merci beaucoup d'avoir eu cette conversation si intéressante avec mon français rouillé. C'est très bien, Claudia, c'est très bien. Bon, on rappelle que tu es de Colombie et tu habites à Swaziland. Donc, merci. De ton français parfait, si je peux me permettre, en n'étant pas évidemment pur français d'origine française. Et moi, je dirais donc un dernier mot. D'abord, merci à Women in Africa d'avoir organisé ce webinaire. Merci beaucoup, de manière générale, pour tout ce que Women in Africa fait pour l'entrepreneuriat en Afrique.
Nous continuons toujours à être un grand partenaire parce que nous croyons à cette initiative. Et puis, un dernier mot à tout le monde, n'ayez pas peur, comme disait quelqu'un de célèbre autrefois, n'ayez pas peur, parce que dans ce monde, des fois, évidemment, les larmes et tout, on voit que ce monde peut être extrêmement désagréable, mais dans ce monde, il y a des gens qui peuvent aider les autres. Et quand je dis aider, d'un point de vue professionnel, cela existe, il faut chercher, mais on les trouve. Donc, n'ayez pas peur et foncez. Merci à toutes, merci à tous et merci à Christelle et Claudia pour votre participation. Au revoir. Très bonne fin de journée. Au revoir. Excellente journée. Au revoir. Au revoir.